Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Êtes-vous content des élections? Est-ce que vous êtes content du succès de M. Fillon, de la victoire de Fillon sur Juppé? Je devrais d'abord relativiser cette primaire dont tout le monde dit le plus grand bien. Ça a concerné, il paraît que c'est un succès considérable, sans doute, c'est un succès, mais 4 millions d'électeurs sur 40 millions. Par conséquent, je ne suis pas sûr, malgré tout, que cet électorat soit très représentatif de l'ensemble des électeurs français. Bon, première chose. Deuxième chose, j'ai assisté au débat entre M. Fillon et M. Juppé. Je les ai trouvés assez interchangeables, quoi que l'on en ait dit. On dit que M. Fillon serait sur des positions beaucoup plus à droite. On dit qu'il serait très représentatif de valeurs traditionnelles d'un électorat catholique. Ça ne m'est pas apparu comme tel. J'ai trouvé que ce débat n'abordait pas des questions absolument essentielles, en particulier celui de la politique migratoire. Alors si, il y a une toute petite passe d'armes, très légère, sur le multiculturalisme. On a compris que M. Juppé était un peu plus tolérant à l'égard de la société multiculturelle que M. Fillon, qui se veut défenseur d'une identité dont il s'est bien gardé d'ailleurs de cerner les contours, parce que sinon, ça l'aurait sans doute exposé à des critiques acerbes de la part du monde médiatico-politique. Mais rien sur l'inversion de la politique d'immigration, rien sur le changement du code de la nationalité, par exemple. En matière sociétale... Quelle réforme du code de la nationalité? Par exemple, une réforme qui voudrait que la nationalité française s'hérite ou se mérite, très exactement le genre de réforme que le Front National demande depuis des décennies, que ces gens-là s'étaient engagés à faire déjà lors de la première cohabitation en 86, alors que quand l'Assemblée nationale a été dissoute par Mitterrand, il n'en avait pas changé un mot, pas changé une ligne de nos lois sur la nationalité, et que les choses étaient restées en l'état, enterrées dans une commission où trônait le regretté professeur Chonu, un homme au demeurant tout à fait honorable, mais qui n'avait pas, je crois, la stature juridique pour traiter ces problèmes. Voilà. Donc, tous ces sujets n'ont pas été abordés. Sur les questions sociétales, on a très bien compris que l'un comme l'autre ne bougerait pas. Alors il paraît que M. Fillon serait, au fond de lui-même, quand même, aurait quelques réticences à l'égard de l'avortement. Mais il a pris bien des précautions pour dire que ses convictions personnelles n'auraient aucune incidence sur son action politique. Même pas, par exemple, pour faciliter l'accueil de la vie, même pas pour que les choix des femmes qui s'exercent parfois en conditions de détresse puissent être encouragés dans ce sens. Bon. Donc, cela vous choque qu'il se fasse un champion de l'avortement? Pardon? Cela vous choque qu'il se fasse un champion de l'avortement? Oui, tous les deux, oui, absolument, oui, ça me choque parce que dans la situation démographique dramatique de notre pays, je pense que sans revenir à l'état de droit antérieur, on pourrait quand même se préoccuper d'aider les femmes à garder leurs enfants, ou à faire en sorte en tout cas que leur choix dramatique s'exerce dans de meilleures conditions. Ça me paraît être la moindre des choses. Mais ce n'est pas le seul sujet. On a compris qu'il ne reviendrait pas sur les lois dites sociétales votées par la gauche, comme toujours. Comme toujours. Ils font semblant de les combattre quand ils sont dans l'opposition. Quand ils reviennent au pouvoir, ils se gardent bien d'y toucher. Alors, il y a une nuance extraordinaire, c'est qu'ils sont tous les deux, quand même, pour l'adoption d'enfants par les homosexuels. Il y en a un qui est pour l'adoption simple et l'autre pour l'adoption plénière. Alors, je partage tout à fait le point de vue excellemment exprimé dans le journal Présent par M. Guy Rouvray, un des journalistes de ce quotidien, selon lequel il n'y a pas de grandes différences. En tout cas, M. Fillon, qui est sorti vainqueur de cette compétition, il ne faut pas l'oublier, a été pendant 5 ans le ministre de Sarkozy. C'est extraordinaire de voir à quel point, d'ailleurs, tous ces gens-là qui ont été ministres de Sarkozy, que ce soit Fillon, Premier ministre, Juppé, ministre des Affaires étrangères, Le Maire, ministre de l'Agriculture, Copé, porte-parole et président du groupe, je crois,
ont pris soin de se démarquer de M. Sarkozy, dont ils nous ont vanté les louanges pendant 5 ans et dont ils ont mis en œuvre la politique. C'est certainement sur cet aspect-là que Marine Le Pen, entre autres, leur demandera des comptes. Et sur la question européenne, parce que M. Fillon, comment le voyez-vous par rapport à l'Europe? Mais il y en a été très peu question. Très peu question. Est-il un peu plus eurosceptique que M. Juppé? Sans doute. Mais je ne crois pas que ça permettra quand même de sortir de la situation actuelle, surtout quand on rapproche en réalité ses positions actuelles de celles qu'il a défendues, qui étaient tout à fait européistes. Donc vous ne comptez pas sur lui pour libérer la France du carcan de l'euro? Non. Non. Bien. Alors, vous avez fait allusion à la question de l'avortement dans le débat Fillon-Juppé. Et il y a une loi qui se prépare concernant le délit d'entrave à l'avortement. Oui, c'est une loi liberticide de plus. Parce qu'en réalité est qualifié d'entrave le fait simplement d'essayer de dire qu'il y a peut-être d'autres solutions qui permettent de préserver la vie du bébé, de transmettre la vie, etc. Ça, si vous dites ça sur un site, si vous proposez ce choix aux femmes, si vous essayez de les y aider, ça va être qualifié de délit d'entrave. Donc c'est une loi tout à fait scandaleuse, c'est une loi contre laquelle d'ailleurs l'opposition, paraît-il, se prépare à voter. Mais je gage que si jamais elle passe, comme ça devrait être le cas, puisque la majorité parlementaire de gauche, qui est maintenant ultra minoritaire dans le pays, ayant échoué dans tous les domaines de l'économie, de l'emploi, du chômage, de l'industrie, que sais-je encore, il y a la sécurité quand même, où le bilan est bon. n'a plus que ces questions de société, n'est-ce pas, qui ne coûtent rien, c'est-à-dire de s'ériger contre la loi naturelle, contre l'accueil de la vie, de bouleverser le mariage, de détruire la famille. Ce sont les seuls éléments d'idéologie qui leur restent et qui leur permettent de faire l'unité. Et alors ce site, il y avait un site qui était dédié donc à l'information justement des femmes, et c'est pour cela qu'il y a ce projet d'amendement sur l'extension au numérique du délit d'entrave à l'avortement. 40 000 likes sur cette page Facebook. La page Facebook fermée, ça vous choque ou pas? Non, mais oui, ça me choque, bien sûr. Encore une fois, c'est là l'une des nombreuses entraves à la liberté d'expression que l'on connaît dans notre pays. Ces lois liberticides, je les rappelle, loi Pleven, loi Perben, loi Guesso, loi Taubira, et celle-ci va s'ajouter aux autres. Et quoi que l'on pense du fond de l'affaire, c'est évidemment une entrave à la liberté de la part d'une gauche absolument caporaliste qui jusqu'à présent n'a pas été démentie par la droite. En parlant d'entrave à la liberté, en ce moment il y a le sujet de la vignette pour les voitures à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un sujet moins dramatique encore que c'est une nouvelle initiative de Mme Hidalgo et de ce que j'appelle les Khmers verts, c'est-à-dire les fanatiques écologistes qui l'entourent. On sait à quel point d'ailleurs les socialistes et les écologistes se haïssent, mais malgré tout, les uns exerçant une pression sur les autres, c'est d'un dogmatisme et d'un sectarisme absolument incroyable. C'est Paris qui va être interdit aux pauvres, c'est-à-dire aux gens qui ont des voitures qui datent de plusieurs années, qui seront aussitôt réputées plus polluantes. Bon. Or, les responsables de la pollution à Paris, ce sont les écologistes. Ce sont les écologistes et les socialistes. Et c'est Mme Hidalgo. Pourquoi? Parce qu'ils ont méthodiquement, par idéologie, multiplié les entraves à la circulation parisienne. Ils ont bloqué successivement les voies sur berge qui avaient été aménagées avec l'argent des contribuables français et qui permettaient quand même une certaine fluidité. Depuis, d'ailleurs, je crois qu'il y a près de 150 maires de la périphérie parisienne
qui se plaignent de ce que ces blocages de la circulation dans Paris, que j'ai moi-même d'ailleurs ce matin expérimenté, puisque j'ai mis 3 heures là où de trajet, là où je n'aurais dû en passer qu'une, pour rejoindre la gare du Nord et le Thalys qui m'a conduit ici. C'est une situation absolument invraisemblable. La place de l'Opéra, sans le moindre policier, la place de l'Opéra à 9 heures du matin, c'est un capharnaüm dans lequel les voitures se télescopent, les unes les autres se bloquent, les feux passent successivement au vert, au rouge, on attend un quart d'heure, la place est complètement bloquée. Il n'y a plus un policier pour gérer la circulation. Il y a chaque jour des millions, vous m'entendez, des millions d'heures de perdus dans les embouteillages parisiens. Mais ne pensez-vous pas que ça va sans doute favoriser les transports en commun pour les gens qui ne pourront Favoriser, pas se payer pardon les transports en commun pour les gens qui ne les pourront pas se transports payer en cette commun vignette. sont déjà, il m'arrive de les prendre quand même, les transports en commun sont déjà, n'ont pas tellement besoin d'être favorisés, ils sont bondés les transports en commun. Hein. L'autre jour, je suis allé de la gare de l'Est à la gare Montparnasse, les transports en commun fonctionnent très bien. Mais il y a des gens qui n'ont pas de transport en commun à la porte de chez eux. Et puis, quand même, pour aller d'un point A à un point B, s'il vous faut changer 3 fois de moyen de transport, c'est quand même plus difficile. Je dois dire d'ailleurs qu'on prend des initiatives absolument aberrantes. Je parlais de la place de l'Opéra qui était bloquée. Beaucoup de places sont bloquées. Elles sont bloquées par quoi? Notamment par le fait que l'on autorise des bus absolument gigantesques, soit les bus pleins de touristes, soit les autobus avec des soufflets, c'est-à-dire des autobus qui font 30 mètres de long. Moyennant quoi, quand le feu passe au vert, il s'engage. Bon, mais quand le feu est revenu au rouge, ils sont toujours bloqués en plein milieu du carrefour. Je compare par exemple avec la situation de Tokyo, où l'on a fait tout pour faciliter les choses aux automobilistes et qui est aujourd'hui beaucoup plus fluide et beaucoup moins pollué que Paris. Alors, descendons un petit peu. Et j'appelle les automobilistes à brandir l'étendard de la révolte. En tout cas, moi, j'utiliserai ma vieille Clio dans Paris, que cela plaise ou non à Madame Hidalgo. Et je refuserai de payer l'amende. Et si je dois être traduit devant le tribunal de police, j'irai me défendre devant le tribunal de police. Et si je suis condamné par le tribunal de police, je saisirai la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Et si de rechef, la cour d'appel me donne tort, j'irai jusqu'en cassation. Et devant la cour de cassation, je soulèverai la question prioritaire de constitutionnalité des mesures de Mme Hidalgo. Eh bien, j'invite par avance, c'est un sacrifice à consentir, tous les automobilistes parisiens qui sont dans la même situation à le faire. Descendons un petit peu, Bruno Gollnisch, Paris, Riom. Mauvaise nouvelle pour les habitants de Riom, environ 243 habitants concernés. Que se passe-t-il? Non, mais c'est la fermeture de la dernière usine de tabac en France. C'est consternant. C'est consternant. C'est absolument incroyable. Absolument incroyable. Et je suis bien placé pour le savoir parce que ma propre mère est née dans une manufacture de tabac. Dans la manufacture de tabac, pas dans la clinique de Strasbourg, où travaillait, que dirigeait d'ailleurs, à l'époque mon grand-père, qui était un ingénieur des manufactures de l'État, et notamment un ingénieur des tabacs. Les usines de tabac en France et le monopole du tabac en France était une des grandes ressources de l'État, était un grand débouché pour notre agriculture, que ce soit dans le Lot ou que ce soit dans les départements alsaciens ou ailleurs. Bon. Or, moi je peux comprendre qu'on lutte contre la consommation de tabac depuis que l'on sait à quel point le tabac est mauvais pour la santé et notamment aggrave les risques de cancer, de bouchage, si j'ose dire, des artères coronaires, etc. Bon. Mais il se trouve qu'il se consomme toujours en France des quantités considérables de tabac et que l'État y trouve son compte parce qu'il prélève quand même dessus des impôts extrêmement lourds. Alors le fait que l'on continue de consommer du tabac en France et que l'on ne produise plus une seule cigarette, un seul cigare, je pense que c'est une image
en grandeur nature de la désindustrialisation dramatique de notre pays. Avant, dans toutes les grandes villes, à Strasbourg, mais à Lyon, au Mans, à Paris, ici les Moulineaux notamment, et dans toutes les grandes villes de France, il y avait des usines de tabac qui dépendaient de l'État. On continuera à vendre du tabac chez les buralistes, on continuera à importer du tabac par la contrebande qui ruine d'ailleurs les mêmes buralistes, mais il n'y a plus une seule cigarette qui se fera en France. C'est absolument désastreux et ça montre quand même que il y a 30 ans, les ouvriers, les cadres qui protestaient contre la privatisation du CEITA, c'est-à-dire du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, qui était un grand monopole d'État, eh bien, ils avaient finalement tout à fait raison de le faire, puisque à Altadis d'abord, je ne sais plus quelle compagnie ensuite, tout ça a été bradé et vendu par appartement. Donc mauvaise note pour le gouvernement sur ce dossier encore. Oui, oui, oui. Et, enfin, sur les gouvernements et sur ceux qui ont précédé. Oui. Sur ceux qui ont précédé. Soyons justes. Soyons justes. Mauvaise note pour tout le monde. Et les notes des élèves de CM1 en maths et en sciences, vous les voyez comment? Alors, nous réintégrons un certain nombre de sujets européens, je le dis toujours. Pour France 2. Pour France 2, voilà, qu'ils soient rassurés, puisque évidemment ça concerne la France, certes, mais la France étant en Europe, eh bien, les élèves français... Il faut rappeler pour vos auditeurs qu'il y a France 2 des pions qui sont chargés de mesurer... Il y a une surveillante générale qui est chargée de vérifier que ici, je ne parlais que d'Europe, voilà. Et comme il m'arrive de m'en écarter, parce que je ne suis pas un député hors sol, elle a trouvé ça très mal. Bon. Eh bien, là, en l'occurrence, il s'agit du classement des élèves français de CM1. Alors, le CM1, c'est l'ancienne classe de 8e. C'est-à-dire, c'est avant, comme le nom l'indique, le CM2, qui est la dernière classe du primaire. Alors, ces élèves français en maths et en sciences, d'après les classements sur lesquels je ne me suis pas penché, mais enfin dont on peut espérer qu'ils sont sérieux, sont les derniers. C'est la queue de la classe. Mauvaise note. Alors, en maths, 22e en maths, et en sciences, 21e. Donc, on peut encore faire mieux en sciences. C'est ça. J'ai tweeté, et en plus, ils ne savent pas écrire leur langue, ce qui est parfaitement vrai, puisque la moitié des élèves qui arrivent au collège ne savent ni lire ni écrire correctement le français. Ce qui est quand même quelque chose d'incroyable quand on voit ce qu'était le niveau du certificat d'études d'avant la Première Guerre mondiale. Bon, l'élégance de l'écriture, la correction orthographique. Et c'est très important, quoi qu'on en dise, c'est très important dans la vie, même si vous êtes artisan, technicien, ingénieur, etc. Car s'exprimer de façon claire, de façon précise, donc compréhensible par les autres, c'est absolument fondamental. Pourquoi est-ce qu'on a unifié l'orthographe? C'est à partir, en particulier, de l'imprimerie. C'est que tout le monde écrive et lise les mots de la même façon. Alors, c'est absolument dramatique. Ça révèle des carences de notre enseignement primaire qui devrait être l'enseignement de base. Madame Najat Vallaud-Belkacem essaie d'échapper à ses responsabilités en disant « ce sont des élèves qui ont été scolarisés avant ». Bon, donc ils ont été scolarisés sous Sarkozy, c'est pas moi, c'est pas ma faute. En l'occurrence, ça n'est pas vrai, parce qu'un élève de CM1, c'est un élève qui a passé 4 ans dans l'école primaire. Donc c'est un élève qui n'a connu que l'école hollandaise, si j'ose dire. C'est-à-dire CP, CE1, CE2, CM1, voilà, 4 ans. Donc ce sont des élèves qui ont été totalement scolarisés sous le quinquennat actuel. Mais je veux bien donner acte à Mme Najat Vallaud-Belkacem de ce que ses prédécesseurs n'ont pas été mieux. On ne peut pas tout faire. Monsieur Luc Châtel a introduit la théorie du genre, par exemple, dans l'éducation nationale. Bon, ben, on ne peut pas... Alors, ça veut dire que pour vous, il faut d'abord passer du temps à apprendre à compter, à écrire, à penser. Oui, c'est pas moi d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui l'avais dit. D'ailleurs, c'était M. Chevènement, il y a plus de 20 ans, qui avait dit qu'il faudrait quand même que l'enseignement primaire serve à apprendre à lire, écrire et compter. C'est extraordinaire. Tout le monde s'était pâmé d'admiration devant ce constat. Alors,
Sujet européen, donc à propos de ce classement. Toujours l'Europe. Toujours l'Europe. L'Europe d'abord. Et donc, sujet européen avec les maths et les sciences, le classement des petits Français. Et maintenant, Monsieur Juncker semble inquiet à propos du référendum en Italie. Oui. Que se passe-t-il en Rappelez-moi la Italie? date, c'est le... C'est le 4 décembre, c'est dimanche. Alors, Que se passe-t-il en Italie? Alors, ce 4 décembre va être un jour très intéressant pour l'Europe, parce qu'il y a deux choses. Il y a le référendum italien et il y a l'élection présidentielle autrichienne. Donc vous vous souvenez qu'elle a eu lieu l'année dernière, mais que, ou au début de cette année, je ne sais plus, qu'elle a été annulée. Et puis on a Mais M. Hofer avait triché. reporté... Ah non, oui, en tout cas, on n'a pas dit véritablement qu'il y avait une triche. Enfin, on a dit que les votes par correspondance étaient quand même douteux. Et ceci au détriment du candidat du FPE, c'est-à-dire de nos amis du Parti de la Liberté autrichien, qui font partie du groupe que préside Marine Le Pen. Alors, ils ont une chance de l'emporter ce coup-ci, et j'espère qu'ils vont gagner contre le candidat de la gauche, qui est un écologiste peut-être un peu moins sectaire que nos écologistes français, mais enfin bon, ce serait un coup de tonnerre venant après le Brexit, venant après le référendum contre la politique d'immigration européenne en Hongrie, venant après l'élection de Donald Trump. Si véritablement M. Matteo Renzi en Italie était désavoué par les électeurs italiens, comme le réclament nos amis et alliés de la Ligue du Nord, et aussi le mouvement 5 étoiles. Et si le candidat du FPE était élu en Autriche, là, véritablement, on se prend à rêver de ce que tous ces essais soient transformés en 2017 avec l'élection de Marine Le Pen. Changeons complètement de sujet, mais restons toujours bien sûr dans les questions européennes. Et donc, il y a un projet de modification d'une directive concernant les armes à feu, un durcissement en fait de la législation concernant les armes à feu. Et déjà, c'est quelque chose que les citoyens en France ressentent. Il y a un durcissement très réel qui s'est opéré concernant le fonctionnement des clubs de tir sportifs. Tout ça. Est-ce que tous les tireurs sportifs, les sont des criminels en puissance? Oui, sont des fêlés de la cachette, comme avait dit M. Leroux. Oui, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que l'ardeur que mettent nos gouvernants à désarmer les honnêtes gens quand on laisse les fripouilles en liberté est quelque chose d'absolument confondant. Alors on dit, on m'a accusé parfois d'être partisan de la théorie du complot. Oui, je suis complotiste, parce que le complot, mais oui et non, parce que d'une certaine façon, le complot, il s'étale au grand jour. Toutes les mesures qui sont prises vont dans la même direction, celle du déclin, celle de la décadence, celle du désordre. Vous vous souvenez, d'ailleurs, à propos de cette campagne d'affichage immonde, Madame Marisol Touraine qui disait « c'est affreux, c'est le retour de l'ordre moral ». Et elle veut imposer le désordre moral, voilà, qui s'impose avec d'autant plus de vigueur. Pareil, alors, les armes à feu, on veut désarmer des gens qui ont fait des déclarations. Est-ce que vous croyez que les vrais bandits, les braqueurs, les assassins, les terroristes, hein, ils vont gentiment... Mera, tout ça, il a pris son arme à feu, il est allé la déclarer à la préfecture. Vous croyez que les voyous qui s'entretuent à coups de Kalachnikov à Marseille, ils sont issus de clubs de tir d'officiers de réserve ou qu'ils ont volé des carabines de chasse? Pas du tout. Ils ont des Kalachnikov qui circulent pratiquement en vente libre. Par conséquent, ce ne sont pas les gens que vise cette directive qui sont à la source de la criminalité et de la violence. Au contraire, je pense que dans les circonstances actuelles, il y a un grand intérêt à ce qu'un certain nombre de foyers disposent de quelques arbres. Je me contente, en ce qui me concerne, du sabre de samouraï authentique, mais bien aiguisé, que m'a offert mon ami japonais, M. Kimura. Bruno Gollnisch, merci.